Bonsoir donc à toutes et à tous. Pour ce dernier café philo, je crois, de la saison, ça fait déjà quelques années que nous succédons donc deux autres collègues. La plupart d'entre vous connaissent peut-être le principe du café philo, je le rappelle s'il y a des gens qui n'y ont jamais participé. C'est un endroit où on essaye finalement donc, de discuter entre nous d'un sujet un peu fort, pour croiser un petit peu donc, les regards. Donc c'est très interactif. Alors je vais commencer donc par faire une introduction, puisque donc on a un sujet, et donc moi je vais, après cette introduction, qui posera un petit peu donc la problématique dont nous allons débattre, ben, nous aurons donc un échange entre vous et moi, mais aussi entre vous, c'est ça le principe donc, du café philo. Voilà. Nous arrêterons donc à 20h. Voilà. Alors, le sujet donc, de ce soir, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Quand Emmanuel m'a proposé ce sujet, je suis d'abord resté un peu perplexe. Perplexe parce que je n'ai pas du tout l'habitude de commencer, disons, un café philo à partir comme ça, d'une phrase, on va dire, d'une citation. Ça peut être une notion, la vérité, la liberté, etc. Mais la plupart du temps, c'est une question. Les femmes sont-elles des hommes comme les autres, au hasard? Et donc, pourquoi une question? Parce qu'une question, c'est ce qui nous en recherche. Quand on pose une question, quand on se pose une question, on est devant la question et donc on est dans la recherche quelque part disons, d'une réponse. Or là, c'est pas du tout, disons, ni une notion, ni une question. D'abord, c'est une affirmation. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et par ailleurs, c'est pas du tout au premier abord un concept. Il n'y a pas de concept là-dessus. Un vieillard, c'est quelque chose de concret. Une bibliothèque, c'est le feu. C'est très concret, la mort, bon, c'est plus concret aussi, bon, voilà. Donc, et pourtant, ça peut donner à penser. On est dans une métaphore. La question, c'est la métaphore. On est dans une métaphore. Alors, les philosophes sont à peu près d'accord sur le fait que la métaphore donne à penser. Ils ne sont pas tous d'accord pour savoir si la métaphore pense. La plupart des philosophes pensent plutôt que la philosophie, c'est la création de concepts, que la métaphore, c'est plutôt pour les poètes, si vous voulez, pas la poésie, pas pour la philosophie. Certains philosophes, certainement minoritaires dans l'histoire de la philosophie, pensent que la métaphore pense par elle-même. Alors je pense par exemple à certains présocratiques, on peut penser à des gens comme Nietzsche par exemple, donc d'autres. Et puis je me suis dit finalement que cette phrase, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, en fait, c'est une phrase qui apparaît comme très concrète, parce que les métaphores sont très concrètes, il y a une comparaison, mais qui en même temps est relativement obscure, parce que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on a dit quoi? C'est le propre de l'aphorisme. L'aphorisme d'ailleurs est un genre donc philosophique, Heidegger, tout homme décliné est assez vieux pour mourir, l'enfer c'est les autres de Sartre, voilà. Et donc l'aphorisme c'est quelque part ce que Frédéric Cossutta appelle un écrit formulaire, c'est-à-dire une formule extrêmement ramassée, une cristallisation quelque part de la pensée, et qui demande, pour être compris, disons approfondi, à être déplié, à être quelque part développé. C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu ce soir, c'est-à-dire de déplier cet aphorisme qu'on va considérer comme un concentré de pensée, en essayant de savoir, au fond, quand on dit, et quand on nous dit cette phrase, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas évident. C'est la difficulté de la métaphore, c'est que la métaphore, elle fait penser, mais elle ne parle pas forcément par elle-même. Et pourtant, elle est, au niveau de l'intuition, on perçoit qu'il y a là quelque chose d'important dans une phrase comme ça. Alors essayons de pénétrer donc, dans cette phrase. Donc il s'agit d'abord d'un vieillard. Donc un vieillard, bon, c'est une personne humaine, on sait donc qu'on va nous parler quelque part de l'homme. Il n'est pas caractérisé par son sexe, un homme ou une femme, non. Par contre, il y a une caractéristique très, très précise, c'est son âge. Un vieillard, c'est une personne âgée. Et d'ailleurs, on dit un vieillard avec une certaine généralité, une certaine universalité.
C'est-à-dire, on va nous dire quelque chose qui concerne finalement l'ensemble des vieillards, tous les vieillards, un vieillard pris chacun, un par un, et donc tous. Donc on vise à l'universalité, disons, du message, du pavé, comme ça, un peu, qui nous est lancé. Et on va comparer ce vieillard à une bibliothèque. Donc il y a une comparaison. On compare donc le vieillard à une bibliothèque. Alors, on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque. Alors, bon, on est bien placé ici dans cette maison pour savoir ce que c'est qu'une bibliothèque, puisqu'on élargit même le mot à la médiathèque, à la multiplicité des supports. Mais une bibliothèque, c'est un endroit où on va trouver essentiellement d'abord des livres. Et qu'est-ce qu'on lit? Un livre, c'est ce qui fait trace, c'est-à-dire c'est ce qui subsiste quand l'auteur est mort, et qui continue à vivre. J'aime beaucoup cette phrase d'Umberto Eco, vivement que l'auteur meure pour que le texte vive. C'est intéressant, parce que le livre ne vit que par ses lecteurs, surtout quand l'auteur est mort, et qu'il ne peut plus en parler, ou l'accompagner, ou le présenter, comment on va le faire, donc c'est aussi. Donc voilà ce que c'est qu'une bibliothèque, quelque chose qui fait trace, mais qui fait trace de quoi précisément? De ce que des hommes ont pensé, inventé, créé. Et je pense notamment à l'ensemble des savoirs. Dans une bibliothèque, on va trouver des dictionnaires, on va trouver des encyclopédies, on va trouver des ouvrages scientifiques, mais on va trouver aussi beaucoup de littérature. C'est-à-dire non pas quelque chose qui serait du côté du savoir, mais quelque chose qui serait plutôt du côté de la fiction, ou plutôt des histoires. Donc, grosso modo, si je résume qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque, c'est la trace d'un certain nombre de savoirs et d'histoires qui sont là, accumulés, déposés, légués, quelque part. Donc, alors ça peut peut-être nous mettre déjà sur la piste de qu'est-ce que ça veut dire de comparer un vieillard à une bibliothèque, si la bibliothèque, c'est un peu ce que je viens de définir. Mais cet aphorisme, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, ne s'arrête pas là, puisqu'on nous parle d'une bibliothèque qui brûle. Alors une bibliothèque qui brûle, pensons par exemple à la bibliothèque d'Alexandrie, qui était extraordinaire, parce qu'elle résumait tout le savoir du monde de l'époque, qui était essentiellement le savoir méditerranéen, mais aussi de l'Asie centrale. Cette bibliothèque a été détruite. Et des siècles après, on pense encore à la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé. On ne sait pas d'ailleurs exactement comment elle a brûlé, il y a des versions qui sont diverses, mais et tout le monde considère que finalement, que cette bibliothèque est brûlée est une catastrophe. Donc ça, quelque part aussi, ça nous met un petit peu sur la voie. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque qui brûle? C'est une bibliothèque dont tous les livres sont réduits en cendres. C'est-à-dire finalement, dont tout ce qui était le corps, la matière, le livre dans sa matérialité a disparu. C'est comme si avec la disparition du corps du livre avait disparu finalement tout ce qu'il contenait. C'est peut-être ça qui en fait un drame, si vous voulez, donc une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a une disparition, il y a une perte pour l'humanité, puisqu'on rassemble là ce qui a été écrit par énormément d'hommes à des époques différentes, avec des formations qui sont extrêmement différentes. Donc une bibliothèque qui brûle, c'est un drame. C'est le drame de la disparition d'un certain nombre de choses qui ont été léguées à l'humanité par une trace. Lorsque cette trace disparaît, elle peut peut-être encore exister dans le souvenir des hommes. Au fond, on peut continuer à se raconter, disons, les histoires qu'on a lues dans les romans de cette bibliothèque qui a brûlé. On peut aussi se souvenir d'un certain, ou avoir appris un certain nombre de savoirs qui sont compilés, si vous voulez, dans toutes les ouvrages de cette bibliothèque. Mais voilà, le souvenir ne durera que tant que durent les hommes qui maintiennent quelque part, disons, le souvenir. C'est possible par la tradition orale. Voilà. Précisément, le propos de l'écrit, c'est de laisser une trace qui, en principe, est plus durable, parce que les paroles s'en vont, les écrits restent. Et l'invention d'un ordre de l'écriture, pour quelqu'un comme Jackie Goody essaye de montrer dans sa thèse que finalement, l'invention de la pensée dans l'humanité, c'est-à-dire que la pensée serait advenue à l'humanité avec l'invention de l'écriture. C'est-à-dire quand Pharaon a commencé à vouloir savoir combien il y avait de boisseaux, de blé qui rentraient, on a commencé à formaliser ça, etc. Donc, pour garder quelque part trace, pour faire mémoire.
Alors évidemment, on me dira, une bibliothèque, c'est un objet. Un vieillard, c'est une personne. Un livre qui brûle, c'est une chose. Un vieillard qui meurt, c'est une autre. Est-ce qu'on peut comparer, comme on comparait le vieillard à la bibliothèque, le feu qui brûle la bibliothèque, si vous voulez, à la mort qui emporte quelque part, disons, le vieillard? Là, effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions. Parce que, alors, le vieillard ressemblerait quelque part, dans la comparaison, à une bibliothèque, parce que, si on suit l'analogie ou la comparaison, de la manière que la bibliothèque garde en mémoire la trace de tas de choses qui ont été inventées ou créées, disons par des hommes, le vieillard serait celui qui, par son âge, puisque ce qui caractérise cette personne, c'est son âge, le vieillard, aurait accumulé, au cours de sa vie, au cours de son histoire, un certain nombre de traces comme ça qui font, je dirais, couches généalogiques, qui font récit de vie, et qui fait qu'au cours de l'ensemble des expériences qu'il a vécues, des recherches qu'il a faites, des expériences malheureuses et heureuses et malheureuses, donc qu'il a pu faire, a accumulé des savoirs, des savoir-faire, des attitudes, et donc quelque part lui aussi il fait mémoire et trace par ce qu'il représente d'une vie qui a été mise, comme dirait le philosophe Paul Ricoeur, en récit quelque part, hein, c'est-à-dire une vie qui est une histoire. Alors, la différence c'est qu'il y aurait, parce que vous savez, toute métaphore est éclairante, mais à partir de certains moments, elle obscurcit. C'est la différence avec le concept. Le concept, lui, il essaie de trouver toute la clarté, mais il y a dans le concept une certaine clôture. C'est-à-dire que le réel est toujours beaucoup plus riche que ce que les concepts qui sont inventés pour rendre compte précisément de ce réel pourront en exprimer. L'intérêt de la métaphore, c'est qu'elle joue précisément sur l'image, et elle ne joue non pas simplement sur la dénotation, mais sur la connotation. C'est-à-dire elle puise quelque part dans l'imagination et la sensibilité. C'est en ce sens que la métaphore peut nourrir quelque part la réflexion philosophique, parce qu'elle enracine la réflexivité dans la sensibilité et l'imagination. Alors le vieillard qui meurt, ben, c'est d'abord un corps qui va progressivement, vous voulez, parce que ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la mort. Si on veut comprendre ce que c'est que la mort d'un vieillard, il faut définir un petit peu ce que c'est que la mort. Alors la mort, on peut l'appréhender au niveau, disons, simplement, disons, biologique, comme la décomposition organique, finalement. Non, bon, poussière, tu viens de la poussière, tu retourneras donc à la poussière. Mais c'est une réalité aussi psychologique, c'est aussi une réalité, disons, sociale. Et avec la mort, disparaît le substrat du cerveau. Et si, ça c'est un grand problème en philosophie de savoir si le cerveau conditionne quelque part la pensée, mais en tout cas il est quelque part sa condition de possibilité. Ce qui fait que, mais on a inventé, disons, l'humanité a inventé des solutions pour ne pas admettre simplement que la mort soit une réalité, disons, biologique. Parce que ça a été par exemple, disons, le rôle des religions, et certaines croyants pensent qu'au-delà de la mort, il y a par exemple la survie de l'âme. On sait aussi que quand on est mort, biologiquement, donc physiologiquement, notre souvenir survit quelque part dans les autres. Il survit aussi dans les traces que nous avons laissées, des photos, disons par exemple, les choses que nous avons pu créer, des objets, disons matériels. On a pu aussi créer des livres, ou bon, faire des tableaux, etc. etc. Donc, et puis un vieillard, il a pu aussi, homme ou femme, avoir des enfants. Donc il y a plusieurs manières, quand un vieillard meurt, d'envisager sa mort. Soit c'est une mort totale, soit c'est une mort partielle, soit parce que l'âme, à ce moment-là, pense certains, continue de subsister, soit parce que le souvenir subsiste, mais le souvenir subsistera tant qu'il y aura déjà pour maintenir elle-même, disons, ce souvenir, quand sera-t-il dans X générations, mais surtout la survie peut se faire d'une part par la descendance, disons avec les enfants, puisque je transmets quelque part disons, mes gènes, et d'autre part par mes œuvres. Et c'est là où, à la fois, on voit la différence qu'il y a entre la mort, disons, d'un vieillard et le fait qu'une bibliothèque brûle. Il y a un certain nombre de points communs, il y a un certain nombre, disons, de différences. Alors, c'est intéressant de savoir qui a prononcé cette phrase.
Alors, je ne sais pas exactement, mais enfin, c'est une citation. Et il se trouve, et tu parlais des hommes de l'Afrique, que, en tout cas, cette phrase a été utilisée dans un discours qui a été prononcé donc, à l'UNESCO par un ethnologue malien, spécialiste de la tradition orale, qui s'appelait Ampeteba. Et ce n'est pas un hasard non plus si cette phrase a été prononcée dans un discours à l'UNESCO. On trouve tout le patrimoine culturel disons, de l'humanité. Donc le contexte même disons, de la phrase, le fait aussi que ce soit un ethnologue qui soit en même temps écrivain, c'est-à-dire qu'il y ait le sens aussi, quelque part, de la formule, de l'écriture. Il y a dans la phrase, si vous voulez, c'est ce qui fait l'intérêt aussi de l'aphorisme, quelque chose qui, dans la façon dont c'est ramassé, est en même temps brillant, quoi, quelque part, une brillance, quelque part, de l'aphorisme. Et c'est la connotation de la métaphore aussi qui nous donne un peu cette tonalité intéressante. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit cette phrase. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors si on pense qu'une bibliothèque qui brûle, c'est quelque part une catastrophe, pourquoi la mort d'un vieillard donc serait une catastrophe? Évidemment, toute mort humaine est en soi un drame qui signe quelque part notre finitude, notre condition humaine. Je citais la phrase d'Heidegger, tout homme décliné est assez vieux pour mourir. On est vraiment dans le drame absolu, un drame ontologique absolu. On aura beau nous tenir la main, j'ai traité ce problème un peu de la fin de vie, disons, dans notre café philo, on mourra quelque part, disons, seul, même si on est, disons, accompagné. Donc il y a toujours quelque part. Et qu'est-ce qui fait le drame dans cet aphorisme qui nous est proposé? C'est que, avec lui, disparaît, ou risque de disparaître en tout cas, tout ce qu'il a accumulé d'expériences humaines dans sa vie. Et ça pose quelque part le problème de la transmission. Ça pose le problème de la transmission. Un vieillard, c'est quelqu'un qui a accumulé tout un ensemble de savoirs et d'expériences qu'il serait bon, quelque part, qu'il transmette. Donc ça pose un problème intergénérationnel de transmission. Et c'est là où on se heurte, dans la modernité, à la résonance que peut avoir dans une société qui n'est pas africaine. D'ailleurs, c'est très intéressant que quelqu'un qui travaille sur la tradition orale prenne la métaphore de la bibliothèque, et non pas par exemple du conte ou de la tradition du griot, parce que je crois qu'il était d'une famille de griots en Métaba. C'est intéressant qu'il parle donc de la bibliothèque. Est-ce que cette phrase peut toujours être reçue? Et c'est là où je m'interroge, et on va en discuter. Dans une société où, contrairement par exemple à ce que pensaient les Grecs, contrairement à ce que pensent aussi les Africains, contrairement aussi à ce que pensent les Chinois, la vieillesse n'est plus considérée comme une sagesse. C'est-à-dire précisément comme cette accumulation par une histoire et par une expérience de quelque chose qui aurait décanté dans la condition humaine, peut-être à l'essentiel, quelque part le fondamental, cette espèce de recul que pourrait donner l'âge, mais est devenue, chez nous, la vieillesse, une décadence. Et ça amène beaucoup à réfléchir là-dessus. Vous savez que les sociologues maintenant des âges, et les sociologues des âges, distinguent le troisième âge. Le troisième âge, c'est les seniors, celui en bonne santé, très intéressant pour la société capitaliste parce qu'ils sont très consommateurs, au niveau en tout cas des classes moyennes et supérieures, des voyages, du tourisme géographique ou culturel, etc. Mais après le troisième âge, moi, grosso modo. Bon, après, il y a le quatrième âge. Alors, le quatrième âge, ça commence à être un basculement dans lequel un certain nombre de facultés commencent à baisser, physiques, disons intellectuelles, et puis on arrive au cinquième âge qui est l'âge de la dépendance. Et l'âge de la dépendance, c'est-à-dire où on est physiquement, intellectuellement, donc en situation, disons, de dépendance, et où effectivement, c'est cette représentation de la vieillesse qui actuellement est dominante quelque part dans notre société et qui fait qu'on parle de mouroir, dans les maisons de retraite, etc., dans les EHPAD, etc. Et ça, c'est assez nouveau dans la façon dont on se représente la vieillesse, qui est due, d'une part, à l'allongement considérable de la vie. Vous savez qu'actuellement, peut-être que ça va se ralentir en période de crise économique et de gestion, de conception gestionnaire à niveau de la santé, mais actuellement, chaque année de plus que nous vivons, ça nous donne objectivement une espérance de vie de 3 mois.
Alors chaque fois que nous vivrons un an, nous mourrons 3 mois plus tard, statistiquement parlant. Et donc il est évident que plus la vie de l'homme s'est allongée, plus il y a eu une représentation de la vieillesse qui a évolué, puisque maintenant, qu'est-ce que la vieillesse? Je vous dis, il y a déjà le 3e, le 4e et le 5e âge qui sont de la vieillesse. Donc on n'est plus très au clair sur ce que c'est, mais en tout cas, notre représentation, disons, a changé. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette phrase-là, elle est difficile à entendre, parce que si on considère la vieillesse comme une décadence progressive, c'est alors que la valeur fondamentale, c'est devenu la jeunesse. C'est ce qu'on appelle le jeunisme. Le jeunisme, c'est l'idéologie, la représentation que la valeur fondamentale dans notre société, c'est maintenant plus la vieillesse comme sagesse, mais c'est la jeunesse. La jeunesse comme beauté du corps, la jeunesse comme dynamisme, la jeunesse comme créativité, si vous voulez, donc innovation. Hein, enfin, la jeunesse, c'est ce qui apporte quelque chose de plus, d'autre, disons, à l'humanité, avec le culte du nouveau, si vous voulez, le culte du neuf, de ce qui vient quelque part, disons, d'arriver. Et donc, ce qui fait que on ne veut plus maintenant vieillir, c'est-à-dire que, voilà, alors, le vieillard qui meurt, et qui était donc identifié à un sage qui avait donc beaucoup de choses à apporter à la génération qui suivait, maintenant, ça c'est une représentation qui est en train de tomber. Vous savez par exemple qu'avec la fracture numérique, par exemple, ce sont les jeunes qui apprennent à l'informatique à leurs parents et qui plus est à leurs grands-parents. Hein, parce que bon, c'est les digital natives, ceux qui sont nés à l'ère numérique avec, vous connaissez peut-être ce bouquin qui s'appelle Petite poussette de Michel Serres, qui est une réflexion de philosophe sur les enfants du numérique, et qui lui a une vision très, très, très optimiste, qui dit que finalement donc, le numérique va développer donc, chez les jeunes un certain nombre de capacités, alors qu'on est souvent très déclinologue sur la chute, par exemple, de l'orthographe, avec les SMS, etc. etc. Donc, voilà. Et donc, alors si la jeunesse est devenue la valeur fondamentale de notre société, est-ce qu'on peut considérer encore un vieillard qui meurt comme une catastrophe? Voilà, question un petit peu donc, que je pose. Est-ce qu'on peut considérer que la vieillesse, c'est toujours cette capitalisation, quelque part, qui serait quelque part à transmettre, au moment où, par exemple, ils ont le 5e âge, la mémoire faiblit, disparaît. C'est-à-dire que toute cette expérience accumulée ne trouve plus, par exemple, les mots pour se dire, n'a plus quelque part les moyens, quelque part, de se transmettre. Alors voilà un petit peu donc une façon de rentrer, la façon que je vous propose de rentrer, disons, dans la question. Donc, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Est-ce que le message qui nous est envoyé, à savoir la vieillesse comme une accumulation de savoir et de pratique au cours d'une histoire à transmettre, c'est encore valable dans une société qui a fait de la jeunesse sa valeur suprême, qui méprise quelque part la tradition et qui est rentré en crise de transmission. Voilà. Le débat est donc ouvert et donc on va avoir un micro. Oui, je l'ai. Voilà, Emmanuel a donc le micro. Alors c'est très simple, lorsque vous avez envie de dire quelque chose, donc vous levez la main, donc on vous donnera le micro et puis moi je suis là un petit peu pour faire du lien par rapport au sujet et un petit peu entre vos interventions. Le micro, c'est ce côté, hein, si vous voulez. Bonsoir. Moi, je pense que c'est un devoir. Le vieillard, la personne qui sait, qui a une expérience, doit transmettre. Je vois souvent dans le devoir. Il me semble que l'homme accompli a une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des plus jeunes, et que cette transmission doit être, j'allais dire, automatique. Et que c'est fort regrettable que malheureusement on ne la voit pas toujours. Alors, ça voudrait dire aller un petit peu plus loin dans notre pensée. Est-ce que ça veut dire que vous pensez, vous parlez de la transmission comme devoir, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire par là que chaque personne qui vieillit
devrait se faire à un moment donné un devoir de transmettre ce qui lui paraît d'important, d'avoir vécu dans la vie, ou ce qu'il sait aux plus jeunes, aux générations qui suivent. C'est ça votre point. Je le pense D'accord. fondamentalement, oui. D'accord. Donc la transmission serait de ce point de vue un devoir. Donc, voilà un premier rapport intéressant sur la question. Moi, c'était plutôt une question que je souhaitais poser. Donc la question, c'est, vous avez dit que la valeur actuelle dominante, c'était la jeunesse dans la société. Mais de quelle société parlez-vous? Est-ce que vous parlez de la société française, européenne, occidentale? Voilà. Et alors, je m'interroge du coup, parce que c'est peut-être un peu hors sujet, mais je ne crois pas. Il me semble que démographiquement, ce n'est pas la jeunesse qui est surreprésentée en France actuellement. Donc du coup, dans une société qui est plus vieillissante, on va dire, et qui d'ailleurs est plus conservatrice, à mon avis, que ce qu'il est paraît, en tout cas qui ne bouge pas trop, comment se fait-il que les valeurs sont en opposition précisément avec ce qui en même temps nourrit son économie? Moi, ça m'interroge d'un point de vue par rapport au sens des valeurs dans une société, entre la réalité réelle et les valeurs qui, point d'interrogation, s'y opposent. Oui, par rapport à votre première remarque, je crois qu'elle est très juste. Qui pose cette question et dans quel contexte? Ici, donc, on est à Béziers, on est donc en France, on est dans une civilisation, disons, occidentale. Et je crois qu'effectivement, donc, l'introduction que je viens de faire aussi, elle est, je dirais, historiquement et géographiquement, disons, située. J'ai précisé, par exemple, que dans ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire les sociétés qui fonctionnent sur la transmission de la tradition, qui évoluent peu rapidement. J'ai parlé des sociétés africaines traditionnelles, par exemple, j'ai parlé aussi des sociétés chinoises, par exemple. Donc, ce sont des sociétés dans lesquelles la vieillesse est respectée, au Japon encore aujourd'hui, par exemple, etc. Mais il est vrai que dans les sociétés, disons, occidentales, alors certainement parce qu'il y a eu des évolutions techniques extrêmement rapides qui ont entraîné aussi des transformations économiques extrêmement rapides, qui ont modifié, si vous voulez, donc la démographie, parce que le vieillissement de la population, elle est due en grande partie aussi au progrès de la santé, d'une part de la prévention et d'autre part des soins, si vous voulez. Mais c'est sûr que cette représentation, disons, dont j'ai parlé, de la valeur, disons, de la jeunesse comme valeur, elle est propre à la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, pas seulement la France, je dirais un peu les sociétés, disons, occidentales. Et qu'ailleurs, on pense le problème tout à fait différemment. Le problème de l'autorité, par exemple, est pensé. Parce que le fait de ne plus considérer aussi le vieillard comme un sage, c'est-à-dire l'adulte, l'adulte accompli, c'est ça le vieillard, dans la société grecque, ça n'a pas toujours été le cas dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire c'est depuis qu'il y a eu une accélération des progrès techniques, scientifiques, techniques et économiques, que l'espace entre les générations s'est considérablement réduit. C'est-à-dire que maintenant on estime qu'on a changé de génération au bout de 5 ans à peu près. Avant une génération c'était 25 ans, et dans les sociétés traditionnelles, il fallait 1 ou 2 ou 3 siècles pour que des choses commencent à changer. Quoi. Mais là je veux dire, nous vivons une multiplicité de générations qui se succèdent au cours même, disons, de notre propre vie. Ce qui nous pose d'ailleurs des problèmes intergénérationnels pour comprendre les jeunes, et notamment les plus jeunes. Donc vous avez raison, c'est une question qui est très située, qui est située dans notre contexte actuel. Alors maintenant, sur le problème de la démographie, c'est-à-dire que le fait que les vieux sont et seront de plus en plus nombreux par rapport aux jeunes, c'est le problème de est-ce qu'on est en capacité de renouveler même, disons, le renouvellement, disons, des générations. La France n'est pas trop mal placée, disons, en Europe sur ce point de vue-là. Je crois que ça a légèrement baissé, on n'est pas tout à fait à 2, donc ça, on ne renouvelle pas encore tout à fait, mais on n'est pas loin. Il y a des pays comme l'Allemagne qui sont beaucoup plus bas, quoi. Donc, et où à terme se pose le problème du renouvellement, disons, des générations. Alors, est-ce que c'est pas un hasard aussi que la jeunesse soit une valeur? Parce que c'est la valeur de la rareté. Tout ce qui est rare est cher, et quelque part, disons, une valeur, quoi. Quand on sent finalement que... Et peut-être que les jeunes vont beaucoup nous en vouloir, ceux qui sont beaucoup plus âgés,
Parce qu'actuellement, quelqu'un qui est vieux est statistiquement plus riche que quelqu'un qui est jeune. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut pas acheter. Un jeune ne peut pas acheter s'il n'est pas aidé par ses parents, etc. Donc c'est impossible d'acheter dans certains coins. Donc il pourrait y avoir peut-être une révolte de la jeunesse contre les vieillards dans notre société. C'est impossible. Et certains envisagent ce scénario. Ils ont finalement, donc bon, les vieux, ils ont accumulé un certain nombre de choses, etc. Et possiblement, ils ne veulent pas transmettre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens commencent à penser à la transmission, disons, de leurs biens, etc., pour que les jeunes puissent en profiter. Est-ce que le fait aussi que le vieillard qui meurt, qui ne transmet pas, et si le jeune veut être autonome dans tous ses acquis, ça ne altère pas un peu le problème des racines, d'où on vient? Et voilà, parce que je pense qu'il y a quand même une lignée dans la vie, on vient de quelque part, on va quelque part et on est à un endroit, et si on occulte un petit peu ces racines, c'est peut-être un peu compliqué pour se construire à des ailes. Je ne sais pas, c'est une question. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, pour que le vieillard puisse se transmettre, et vous en faites un devoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien en face vouloir apprendre. Ça pose le problème de est-ce qu'il y a une crédibilité, quelque part, de l'adulte en général et du vieillard en particulier, par rapport, par exemple, aux jeunes. Est-ce que la parole de l'adulte a une certaine crédibilité de transmission? Nous sommes à un moment, nous sommes à notre époque, dans notre société actuelle, elle a bien insisté, disons, sur le contexte, où la parole de l'adulte a une moindre crédibilité, et a fortiori celle des vieillards, qu'il y a, disons, un certain temps. Alors, certains sociologues expliquent ça par la montée sociétale de l'individualisme. C'est-à-dire par le fait que un individu, il se situe dans sa singularité comme quelqu'un qui est original, qui ne ressemble à personne, qui a beaucoup de choses en commun avec d'autres, mais qui est original, qui est seul quelque part, disons, en son genre, et qui de ce fait-là revendique une liberté totale, une liberté finalement à inventer sa propre vie, et donc à compter précisément avec tout ce qui précède pour précisément que sa vie soit quelque chose un peu de neuf. Et le fait de refuser ces racines, on le retrouve maintenant chez un certain nombre, en tout cas c'est des tendances dans notre société, de la part de la jeunesse, de ne pas tenir compte de l'expérience. D'ailleurs, on pourrait se poser la question fondamentale, est-ce que l'expérience, c'est quelque chose qui se transmet? Ou est-ce qu'il faut passer soi-même par l'expérience même pour la comprendre, disons, et l'assimiler? Combien de fois, par exemple, par rapport à nos enfants, nous voudrions leur faire l'économie précisément d'une expérience pour éviter les échecs et les erreurs? Et puis, il faut leurs échecs et leurs erreurs, etc. En tout cas, poser un problème très important, qui est le problème identitaire. Dans une société individualiste, la transmission fait problème parce que la tradition fait problème, parce que l'homme veut inventer sa vie. Et inventer sa vie, c'est faire en coupure avec tout ce qui précède. Donc un devoir de transmettre, oui, mais à condition qu'il y ait déjà pour recevoir. C'est bien ça aussi la question. Je voulais parler d'une émission que j'ai regardée hier soir à la télé sur Charlie Chaplin. Et on voyait le sacré personnage que ça a été. Et il y a quelqu'un qui, en fin quand il était relativement vieux, puisqu'il n'est pas mort très vieux, il est mort à 85 ans ou un truc comme ça, quelqu'un, le voyant vieillir sans doute, s'est dit, bon, ben, je vais aller faire l'interroger un peu sur sa vie, ses souvenirs et tout ça. Et le pauvre Charlot, il ne retrouvait plus du tout ses souvenirs. Et c'était terrible de voir cet homme. Il n'en était même pas affecté parce qu'il disait oui, peut-être que ça va revenir, mais pas maintenant, je ne me souviens pas. Alors que c'est quelqu'un qui a eu une vie vraiment très intéressante. Il faut dire aussi quand même que pour transmettre, lui, il avait transmis. Puisque dans toute son œuvre, il a transmis
ce qu'il était, ce qu'il pensait de la société dans laquelle il vivait, des événements historiques. Lui, il a transmis. Même si on n'a pas pu, enfin, en tout cas, ce journaliste n'a pas pu faire une biographie comme il l'entendait, il reste que l'œuvre de Charlie Chaplin est une transmission en elle-même. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'œuvre, c'est un moyen de survivre à la mort, d'une certaine façon. Reste que, en fonction de ce que tu dis, c'est très intéressant, ça montre que un certain nombre, disons, de vieillards non plus, alors je ne sais pas si on aurait dit à l'époque qu'il avait la maladie d'Alzheimer, ou tu ne sais pas exactement, mais il y a d'ailleurs d'autres vieillissements, disons, précoces, on pense toujours à cette maladie-là. Mais finalement, on peut transmettre c'est dans la mémoire de sa propre expérience. Et si on a la maîtrise aussi quelque part, disons, de ses savoirs, disons, de ses savoir-faire. Alors si la transmission est un devoir, ça voudrait dire, si on part, disons, sur votre piste et si on intègre ce que je viens de dire, que peut-être ce devoir de transmission, il faudrait qu'il se passe, alors les Grecs disaient, au moment opportun. Et il ne faut peut-être pas attendre trop pour transmettre. Parce qu'à un moment, on ne peut même plus transmettre parce qu'on ne se souvient plus. Et ça, c'est un problème relativement moderne, disons, dans nos sociétés, à cause de l'allongement, disons, de la vie. Je veux juste dire encore un mot sur ce personnage. C'est que lui est resté dans la dynamique de la créativité très longtemps. Toujours, il est resté dans la dynamique de la créativité. Donc, ce qui l'intéressait, bien sûr, il a témoigné sur ce qu'il avait vécu dans son œuvre, mais son idée, c'était toujours d'écrire de nouveaux scénarios et de créer. Il n'était pas du tout dans le ressassement, en tout cas. Voilà. Je réfléchissais à cette phrase, c'est une bibliothèque qui brûle. Et en fait, moi je ressens je pense qu'il y a dans cette phrase une sorte de double, il y a une sorte d'injonction en quelque sorte, qui concerne tant la personne qui disparaît que celle qui reste. Alors, du coup, on ne sait plus très bien où se situe le devoir, puisqu'il semble partagé, justement. Puisque le principe d'une bibliothèque, c'est le partage de la connaissance. Donc, du coup, on dirait que cette phrase peut aussi faire songer à un appel, et un appel volontaire, volontariste, disons. C'est peut-être pour ça qu'elle dérange un peu, parce que, au-delà d'une affirmation, voilà, vous savez, il y a quand même cet aspect-là qui reste ambigu en même temps, puisque elle ne contient pas non plus son assise de façon claire. Voilà. Oui, c'est l'intérêt de la métaphore, c'est qu'il y a toujours une opacité dans la métaphore. Et c'est à la fois ce qui fait qu'il faut quelque part l'expliciter, il faut la développer, la déplier, l'expanser, oui, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que jusqu'à un certain point, elle égare. Donc son opacité à la fois éclaire, mais elle éclaire jusqu'à un certain point. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que on peut se demander où est le devoir. Donc on a vu que le devoir, elle était dans le vieillard qui meurt, qui va mourir, bon, quand le temps passe, et bon, voilà. Et il est temps de transmettre, Et quel est le bon temps pour transmettre, c'est la question, disons, qu'on vient de poser. Mais, en fonction aussi de ce que vous disiez, les dernières interventions, là, c'était l'idée que finalement, donc, bon, il ne faut pas peut-être trop tarder pour transmettre, il faut s'en faire un devoir, mais que la transmission ne prend de sens que s'il y a quelqu'un pour recevoir, vouloir, disons, recevoir, ce qui fait que le devoir, il est peut-être partagé, comme vous dites. C'est-à-dire que finalement, s'il y a un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque quelque part qui brûle, ça veut dire que peut-être qu'il ne faut pas attendre la mort des gens pour qu'ils nous livrent un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, vous savez, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus développées par les historiographes, par exemple par les ethnologues, les sociologues et les historiens. On considère aujourd'hui que le récit de vie personnelle, c'est-à-dire le fait que quelqu'un raconte son histoire, ou raconte un événement, disons, de sa vie, est créateur de connaissances. Et lorsqu'est mort, par exemple, le dernier poilu, c'était le souvenir de la guerre de 14, vivant, encore vivant, qui disparaissait. Après, maintenant, il y a des livres.
ou les enregistrements qu'on a pu avoir de ces personnes-là. Parce que les enregistrements, leur intérêt, c'est qu'ils laissent quelque part trace, comme les livres. Et beaucoup de gens maintenant sont à la recherche de... Il y a même des écrivains publics qui aident les personnes demandeuses, donc de certain âge, à écrire leur propre histoire pour la transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Et ça, c'est intéressant. Ces personnes-là font, effectivement, se font devoir, quelque part, disons, de transmettre. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas les rescapés des camps pour parler de leur histoire à Auschwitz, etc., bon, voilà, on aurait une perception purement froide, si vous voulez, donc à partir de documents, alors que là, il y a encore des gens pour parler. Jusqu'à quand? Jusqu'à la disparition du dernier, comme il y a la disparition du dernier poilu, il y aura un jour la disparition de la dernière personne, du dernier camp. Mais c'est pour ça que c'est tout le problème de la mémoire qui se pose. C'est-à-dire que transmettre, c'est faire en sorte qu'il y ait de la mémoire. Or, la mémoire de quelqu'un, c'est en même temps une mémoire individuelle, parce que c'est ma vie, et c'est en même temps une mémoire collective. Parce que moi, j'ai vécu, par exemple, mai 68. Mais mes parents, ils avaient vécu, par exemple, le Front populaire, et mes grands-parents, ils avaient vécu ceci, cela, etc. Donc, chaque génération aussi a vécu des événements collectifs. C'est-à-dire qu'à travers le récit d'une histoire individuelle, il y a trace toujours des moments qui ont été collectivement, disons, vécus, parce qu'il y a des périodes de l'histoire, des choses importantes se passent pour des tas de gens, et ça impacte fortement, disons, une société. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur le fait que maintenant, des gens qui ont vécu des choses, il faut absolument le devoir de mémoire, on appelle ça le devoir de mémoire, il faut absolument qu'ils laissent des traces, voilà, pour qu'on n'oublie pas. Voilà, parce que le gros problème de la non-transmission, c'est l'oubli. Et l'oubli, c'est croire qu'on peut recommencer l'histoire, c'est ne pas tirer des leçons de l'histoire, enfin, c'est se préparer aussi, il y a certainement beaucoup de débats. Moi, je pense à la transmission des savoir-faire. Madame, excusez-moi, il faut demander le... Si moi je demandais, je vous donne, il y a d'abord une dame et après je vous donne. Oui, d'accord, j'avais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais comme c'est enregistré, il faut parler avec le micro. Oui. Et là, je voulais, par rapport à la transmission, comme vous venez de dire, qu'il y a bien des gens qui ont des expériences et qui ne savent pas les écrire et qui ont maintenant affaire à des gens qui écrivent pour eux. Mais par rapport à la phrase, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est très bon, mais moi je la vois dans ce sens. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est très vrai. Et il y a toujours des bibliothèques qui brûlent parce c'est pas toujours les histoires les plus intéressantes qui sont dites d'une manière individuelle. Des gens arrivent à écrire, d'autres écrivent pour eux, certains n'écrivent jamais. Et je crois que c'est ceux-là, des fois, qui ont tellement de choses à transmettre. Mais en même temps, c'est cette histoire, c'est un marché qui veut m'écouter, qui ne veut pas, c'est la presse, c'est tout qui s'en met là-dedans. Donc, quelque part, il y a toujours des hommes qui mourront et ce sera toujours des bibliothèques qui brûlent. On perd quelque chose. C'est-à-dire, si un homme, on considère qu'un homme est important, l'homme en général est important, ben, à un moment donné, oui, quand il s'en va, que souvent il avait des choses très intéressantes à transmettre, et même s'il ne les transmet pas, ses sentiments, sa vie sont vécus, c'est très précieux pour lui, même si ce n'est plus rien après. Et du coup, quand il s'en va, c'est une perte. Si c'est une perte pour personne, c'est une perte pour lui. C'est lui qui se sent mal de l'avoir perdu tout ça. Voilà, c'est tout. C'est certainement aussi une perte, disons, pour ses proches. Et je crois que vous faites bien de ne pas faire de différence entre ce qu'on va appeler les grands hommes et l'homme du commun, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ce sont tous des personnes. Et ces personnes, elles ont toute une histoire. Et elles ont aussi traversé toutes des événements, disons, collectifs, quand on a, disons, suffisamment, disons, vécu. Et on a tous, quelque part, quelque chose à dire. Alors le problème, c'est de trouver le moyen de le dire. Et comment le dire? Alors, il y a la transmission orale, c'est pour ça que de plus en plus maintenant, quand on fait des enquêtes, etc., donc les historiens, ou les sociologues, les ethnologues, etc., ils font des enregistrements, parce qu'effectivement, il y a des gens d'abord qui ne connaissent pas l'écriture, puis il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à écrire, c'est extrêmement, disons, laborieux d'écrire, et donc le dire oralement, c'est certainement plus facile que de l'écrire pour beaucoup de gens.
Et puis, il y a des façons aussi de l'écrire, ou d'être accompagné quelque part, disons, dans l'écriture. Mais de ce point de vue-là, les hommes sont égaux en dignité. Alors c'est sûr que Mandela est mort il n'y a pas très longtemps, quoi. C'est sûr que les hommes comme Mandela, on va s'en souvenir pendant très 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 longtemps. Hein, comme Socrate, comme Jésus, comme Bouddha, comme Martin Luther King, comme Gandhi, voilà. Il y a comme ça des espèces de constellations, des étoiles filantes de l'humanité qui ont laissé une trace, qui nous irriguent et quelque part et qui nous nourrissent. Mais n'importe qui peut nous nourrir quelque part à son échelle. C'est ça que j'ai entendu dans ce que, aussi, disons, dans ce que vous avez dit. Et ça, c'est très important aussi de ne pas hiérarchiser. Parce que tout homme a droit à la dignité, l'importance. Au fond, aucun homme n'est insignifiant. Et chacun a accumulé quelque chose et chacun a à dire les choses. Et si on prend ça, disons, au sérieux, ça veut dire que finalement, disons, l'expérience de chacun devient, comme vous l'avez fort bien dit, quelque chose d'extrêmement précieux. Et quand ça se perd, quelque part, il y a une perte. Mais précisément, moi je pense aux personnes qui n'ont plus de nom, qu'on a complètement oubliés, mais qui nous ont laissé des chefs-d'œuvre. Et je reviens à cette transmission des savoir-faire. Lorsque l'on regarde les magnifiques monuments, les cathédrales, tout ce qui a été construit, et si l'on pense également aux artisans, les simples, je ne sais pas, le forgeron du village, tout ça, qui faisait vivre, ces gens-là, on ne sait plus qui c'est, ils n'ont plus de nom. Mais ils nous ont laissé malgré tout des œuvres que nous admirons encore. Et on entend dire parfois, qu'allons-nous laisser, nous, des œuvres de notre époque, à nos enfants? On est émerveillés par le peu de moyens qu'ils avaient et ce qu'ils ont pu réaliser. Dans ces métiers particuliers, il y a quand même une transmission avec les compagnons du Tour de France. D'accord. Mais quand vous parlez avec les gens, les vieux, dans un village, et qu'ils vous parlent de leur vie, de leur métier, de comment ils vivaient, mais même de la grand-mère, quand on faisait la lessive autrefois, avec de la cendre, comment ça se faisait, tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Ça demande à être échangé, on est construit là-dessus. Et je trouve regrettable que les jeunes, maintenant, il faut qu'ils s'y intéressent. Et quand on leur en parle, ils posent des questions, ils ont envie de savoir. Donc on ne peut pas dire qu'on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas intéressé. Mais en même temps, ils sont extrêmement étonnés. Ils ne comprennent pas qu'à cette époque-là, on ait pu vivre comme cela. Et c'est une autre civilisation, nous sommes à la charnière. Voilà. Vous posez la question là, de la transmission de ce que j'appellerais les savoirs pratiques. Les savoirs pratiques ou les savoirs d'expérience. C'est vrai qu'on peut distinguer des savoirs théoriques, comme les savoirs scientifiques par exemple, et puis les savoirs pratiques, les savoirs de l'artisan, vous avez cité l'artisan, l'agriculteur par exemple, etc. Et c'est vrai qu'énormément de savoirs pratiques ou de savoirs d'expérience se perdent progressivement. Alors d'une part à cause du progrès technique, qui fait qu'avec le progrès technique, ces savoirs, progressivement, et c'est effectivement un patrimoine donc, qui se perd. Mais il y a beaucoup d'études actuellement qui sont faites sur les savoirs pratiques. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir pratique? Comment un agriculteur, par exemple, en regardant le ciel ou en plantant, etc., par l'expérience qu'il accumule, par tout ce qu'il a entendu aussi, par son père, par son grand-père, parce que ça intervient beaucoup dans les savoirs paysans, toutes ces choses-là, etc. Il y a des choses, là, disons, qui se transmettent. Comment finalement, donc, ils sont construits? On sait à peu près comment se construisent les savoirs au niveau aujourd'hui épistémologique, parce qu'il y a toute une réflexion sur les méthodes utilisées par la science, la démonstration, l'observation, la modélisation, etc. On a des modèles d'explication de la construction des savoirs scientifiques. On a peu de modèles de construction des savoirs pratiques, parce que les savoirs pratiques, ils se transmettaient beaucoup, vous avez fait allusion donc aux compagnons du Tour de France, etc., par le fait d'être là, d'être dans le bain, de regarder, de s'essayer, puis d'aller chez plusieurs compagnons,
puis progressivement d'arriver à faire, disons, son chef-d'œuvre par essai, par erreur, par imitation. Donc c'est peut-être comme ça que peuvent quelque part, disons, se transmettre aussi des savoir-faire, des savoirs pratiques ou des savoirs, disons, d'expérience. Et c'est vrai que là, il y a tout un patrimoine, forcément, disons, qui se perd. Alors, la question est, est-ce qu'il faut se résoudre à perdre ces savoirs pratiques? Ces savoirs pratiques, par exemple, dont certains n'en ont plus besoin. Et c'est vrai qu'on ne va pas maintenant donc, nettoyer donc ces draps avec de la cendre en allant au lavoir et en frottant, etc. etc. Je veux dire, bon, voilà. Même l'écolo le plus profond, bon, peut-être, je veux dire, quand même de sacrés engagements donc et des convictions chevillées au corps pour arriver à reprendre contact, si vous voulez, il y en a qui le font. Hein. Et tout un mouvement des néo-ruraux, progressivement, après 68, pour reprendre contact, précisément donc, avec la nature. C'est curieux parce que c'était souvent des urbains qui sont retournés donc, à la campagne, mais ça correspondait aussi avec toute une utopie, si vous voulez, donc de reprendre contact peut-être à tous ces savoirs d'expérience ou pratiques qui... c'était d'ailleurs pas facile de devenir chevrier, par exemple, s'occuper des moutons, quand on avait été comptable ou secrétaire, bon, etc. Un certain nombre donc l'ont fait. C'est très intéressant de recueillir l'expérience de ces gens-là. Comment ils se sont construits, eux, ils ont leur savoir? Comment puisqu'ils n'étaient pas précisément dans une famille paysanne, dans ceci, etc. Donc voilà. Comment se sont construits ces savoirs? Ça c'est intéressant. Oui? C'est normalement, c'est pas pour parler. Mais si, il peut parler avec ses mots. Ça dit normalement. Vas-y. Voilà, il veut parler. Alors c'est quoi? C'était une question que tu voulais poser? Oui, allez-y. C'était par rapport à l'histoire de la cendre. Moi, je pensais que l'histoire de la cendre, comme disait la dame, la société pousse justement à ne pas transmettre, car la grand-mère avait fait la lessive avec la cendre. Mais la société pousse tellement au progrès qu'on oublie de transmettre et qu'on va plus aller par la facilité à acheter un lave-linge ou voilà, qu'à aller faire, à transmettre le savoir On est des femmes modernes. Oui, pour l'histoire des secrétaires qui changent complètement de métier, c'est pareil, c'est la société qui pousse à la consommation, qui pousse à se débrouiller pour avoir plus de choses, que même si on est secrétaire, ça ne marche pas, changer directement de métier, c'est la société qui pousse à la consommation. Alors il y a une institution quand même qui est prévue dans notre société pour transmettre. Hein. C'est sa vocation, c'est son travail, il y a des professionnels qui en sont chargés, c'est l'école. C'est l'école. Mais l'école transmet des savoirs scolaires. Et il faudrait précisément se demander la différence qu'il y a entre des savoirs scolaires qui ont été didactisés à partir d'un certain nombre de champs, disons, de référence, et les savoirs pratiques ou les savoirs d'expérience, disons, que l'on parle. Et c'est vrai que bon, les savoirs scolaires qui sont transmis ne sont pas forcément, disons, des savoir-faire ou des savoirs pratiques ou des savoirs d'expérience. C'est souvent d'abord des savoirs qui sont, disons, théoriques, surtout, disons, dans l'enseignement général. C'est un peu différent dans l'enseignement, disons, professionnel. Mais pour ça que l'enseignement par alternance est intéressant, disons, de ce point de vue, que ce soit dans les centres de formation d'apprentis ou dans les maisons familiales rurales, parce que précisément on alterne entre l'école qui est plus un peu orientée vers la théorie, si vous voulez, et puis ensuite se plonger disons, dans un atelier, disons, avec des artisans qui, eux, donc, ont une pratique et essayent quand ils aiment ça, en transmission, souvent il y a des artisans qui le transmettent, par exemple les plus jeunes, donc leur métier de plombier, de maçon, de boulanger, etc. C'est intéressant. Donc voilà. Peut-être que ça serait intéressant aussi que l'institution de notre société, qui est l'institution de transmission et de transmission de savoir, essaie aussi peut-être de transmettre des savoirs d'expérience, etc. Pourquoi ne pas faire venir, donc, mais certains enseignants le font, mais faire venir des gens donc, voilà, pour parler par exemple de leur métier, mais ça se fait pour parler de ce qu'ils font, pour montrer aussi un petit peu disons, ce qu'ils font. Oui, c'est un moyen disons, de transmettre. Excusez-moi. Voilà. Moi, je voulais parler de la phrase là, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et il y en a beaucoup qui ont brûlé. Du fait que dans la société, et dans l'histoire de notre civilisation, on a refait toutes les mêmes erreurs.
Donc peut-être aussi qu'il faudrait peut-être parfois oublier aussi. Désolé. Désolé. Voilà, il faudrait peut-être oublier aussi le passé. Et puis la structure familiale aussi a beaucoup évolué. Donc dans le fait que maintenant, avant les personnes âgées vivaient dans la famille. Maintenant, d'abord, qui est âgé maintenant? Sincèrement, moi je connais des gens de 85 ans qui vivent très bien tout seuls, heureux, et qui n'ont peut-être pas envie justement de faire passer leur mémoire de peur de mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il faudrait aussi parfois, il faudrait fermer les portes pour repenser à autre chose. Alors le côté jeunisme, personnellement je l'apprécie beaucoup, parce que c'est peut-être eux aussi qui ont à nous transmettre des choses. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Très intéressant, vous apportez précisément un peu la contestation par rapport à ceux qui pourraient, ça pourrait être une orientation de notre discussion, tourner au passéisme, ce qu'on pourrait appeler un passéisme. C'est-à-dire être tourné finalement, disons, vers le passé, bon, aussi à la jolie ventre, que c'était mieux avant, etc. On connaît aussi ces discours, bon, surtout dans une société clinologue et en perte un peu d'identité, bon, essayer de retrouver un peu son passé en disant, le valorisant, que ce soit la patrie, que ce soit un certain nombre de valeurs, etc. Il y a aussi, si vous voulez, dans certains courants politiques, donc toute cette conception-là. Alors vous développez la vertu de l'oubli. L'oubli a une vertu. L'oubli a une vertu. C'est qu'il désencombre. L'oubli désencombre. L'oubli, c'est ce qui nous permet, quelque part, bon, mais précisément, de couper un peu les gens qui ont aussi besoin de se couper de leurs racines pour se construire. Il y en a qui ont besoin de racines pour se construire, il y en a besoin. Mais se couper de ses racines, c'est aussi prendre position par rapport à ses racines. On ne se débarrasse pas aussi facilement, disons, de son passé. Et quand vous dites que, bon, le jeunisme, alors, moi je ne dirais pas ça comme ça, parce que le jeunisme me semble un excès par rapport à ce que vous dites. Par contre, que les adultes et les plus vieux et les vieillards soient à l'écoute de ce que les jeunes ont aussi à leur dire, ça me semble absolument fondamental. Pour une raison simple, c'est que les jeunes naissent dans un autre monde que celui dans lequel les vieillards sont nés. Donc, vivant dans un autre monde, ils vont faire d'autres expériences. Et de ce fait-là, les vieillards ne peuvent pas dire « si tu faisais comme moi, etc. etc. » parce qu'ils ont essayé, eux, de s'adapter au monde dans lequel ils vivaient. En même temps, le monde a changé. Et donc, il faut s'y adapter différemment. Donc, la nuance que vous apportez est quand même, disons, assez, disons, intéressante. En ce sens que... alors, comment faudrait dire la jeunesse qui naît, c'est une bibliothèque qui va se construire. Qu'est-ce que vous inventeriez comme métaphore pour soutenir votre thème? Réfléchissez. La vue avec la chambre. Dans la vie professionnelle, on est très rapidement vieux. Comment peut-on transmettre des savoirs? Puisqu'à peine vous avez 30, 35 ans, déjà vous êtes vieux. Et on vous met dehors de la société. Là, vous soulevez un problème extrêmement grave, c'est le problème de ce qu'on appelle l'obsolescence des savoirs. C'est-à-dire que dans une société où l'homme professionnel doit être performant, hein, c'est le mot, techniquement, et rentable, disons économiquement, tout dysfonctionnement par rapport à l'adaptation à un poste donné va apparaître comme un processus de vieillissement. Et beaucoup d'entreprises hésitent à embaucher des gens d'un certain âge ou à réembaucher des gens qui ont été licenciés, etc. C'est qu'il y a un problème actuellement de réemploi des seniors dans notre société et que ça devient disons, de plus en plus tôt à cause de l'obsolescence des savoirs. Et c'est vrai que c'est ça le problème disons, on ne peut s'adapter aujourd'hui dans notre société qu'en se réadaptant quelque part sans cesse. C'est-à-dire en réactualisant, disons, en permanence ses savoirs. Mais est-ce qu'à ce moment-là, les seniors n'ont plus rien à dire par rapport au poste de travail qui évolue? C'est la question qui est posée actuellement, très concrètement, par le dispositif qui a été proposé donc, par le gouvernement de créer un poste dans lequel un senior, toujours en poste ou à la retraite, avec des exemptions donc, pour les entreprises, pour que toute cette expérience accumulée au cours d'une carrière professionnelle par précisément donc, le senior, puisse être transmis à quelqu'un, disons, qui est plus jeune. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer
que quelqu'un qui est plus vieux a un certain nombre de choses à transmettre. Et ne pas vite dire, allez, place aux jeunes. Mais c'est tout un problème. C'est un problème dans la gestion des ressources humaines des entreprises. Parce que l'obsolescence des savoirs, on l'interprète très vite comme une obsolescence des personnes. C'est là où il y a le drame. Oui, je pensais à la question particulière des médicaments traditionnels. Et je pense que là vraiment, c'est dramatique qu'on ne recueille pas tous ces savoirs-là, parce qu'ils sont opératoires et que maintenant on se rend compte que c'était pas qui marchent dans une certaine mesure. Et que ça, je pensais à Cuba. Cuba, quand le pays s'est trouvé dans une extrême difficulté, n'avait plus les moyens de se procurer des médicaments. Donc ils ont été obligés de revenir aux médicaments traditionnels et ça a marché très très bien. Je pense qu'ils en sont encore là. Voilà. Et par ailleurs, je voulais dire quand même qu'il y a un effort très généralisé pour faire des musées de toutes sortes, et entre autres des musées de la vie quotidienne d'autrefois, bien sûr. Et bon, ça c'est évident. Mais je reprenais aussi, j'avais envie de parler de ce que disait le jeune, c'est que c'est vrai que la société de consommation nous invite à passer toujours à autre chose, bien sûr, à oublier ce qui était bon aujourd'hui, pour dire, bon, ça c'est plus bon, mais il y a beaucoup mieux. Ça lave plus blanc que blanc, on va vous donner ce qui lave plus blanc que blanc. Voilà. En donnant l'exemple de Cuba, je suis allé à Cuba et ça m'a extrêmement frappé la façon dont les pharmacies sont organisées pour donner un éventail absolument considérable phytothérapique. C'est juridiquement à base, disons, de plantes. C'est parce que donc ils n'avaient pas les ressources économiques pour importer des médicaments qu'ils ont développé des ressources locales et traditionnelles. Et c'est vrai que je posais la question de, parmi l'ensemble, disons, des savoir-faire, des savoirs pratiques qui existent, quels sont ceux qu'il faudrait absolument, disons, maintenir, et quels sont ceux qui sont obsolètes, mais qu'il faut maintenir à titre culturel et patrimonial dans des musées. Évidemment, ça n'aurait pas beaucoup d'actualité d'être dans un musée. C'est un lieu de mémoire. Un musée, c'est un lieu de mémoire où on dit, ben voilà, comment les choses se faisaient, voilà, bon, etc. C'est culturel, ça nous apprend donc un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est le savoir d'expérience, le savoir pratique quand il est vivant, c'est-à-dire quand il est exercé quelque part, disons, par des hommes. Et alors l'exemple de la phytothérapie est très intéressant de ce point de vue-là. On sait très bien que la médecine chinoise, par exemple, ou des médecines dites, disons, traditionnelles, ou non reconnues, peu reconnues, comme l'homéopathie ou d'autres, etc., sont un moyen, disons, de soigner, et de plus en plus de gens s'y mettent en reconnaissant, avec les moyens aujourd'hui, disons, de la science, l'utilité qu'elles peuvent avoir. Ça veut dire que des savoirs traditionnels sont encore d'actualité. Mais alors, quels sont les critères qui nous permettraient de faire le tri entre des savoirs d'expérience, des savoirs pratiques qu'il faudrait encore maintenir vivants, parce qu'on en a besoin, parce qu'ils sont bons pour la santé, parce qu'ils sont bons pour l'alimentation, parce qu'ils sont bons, voilà. Et quels sont ceux, ben voilà, donc il y a une perte, pour que la perte ne soit pas totale, ça devient muséographique, quoi. Et c'est bon. Je crois que je veux d'abord monsieur qui est. Bonsoir. Je voulais simplement poser une question, peut-être philosophique, mais en sachant, dans une société comme la nôtre, comment retransmettre les connaissances de la bibliothèque, justement, quand on sait qu'on met des hommes, des quinquas, sur la touche dans le milieu industriel, et à savoir qu'on travaille énormément sur l'allongement de la vie, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des hommes qui peuvent vivre jusqu'à 130 ans. Comment et quoi retransmettre? La question, c'est qui va avoir les clés de la bibliothèque? C'est surtout ça la question, parce que vivre, c'est une chose, bien vivre, c'en est une autre. Vivre longtemps dans des conditions
difficile, c'est autre chose. Quand les gens autour de vous sont malades ou morts, quand vous avez perdu les gens que vous aimez, vos enfants, vivre jusqu'à 130 ans, ça correspond à quoi? Voilà, c'était surtout cette question philosophique qui, pour moi, est très importante. Oui, les généticiens disent qu'on est programmé, là, au point de vue disons, génétique, pour vivre à peu près, disons, 120 ans. Il y a aussi beaucoup de laboratoires actuellement qui travaillent sur les cellules de souche pour qu'on puisse encore reculer ou régénérer donc l'individu, etc. Il y a tout un travail scientifique sur le retardement du vieillissement qui se nourrit du mythe de l'immortalité pour prolonger, si vous voulez, quelque part, ou la cryogénie, par exemple, pour les gens qui se font descendre à l'azote à moins de 260, en attendant qu'il y ait des progrès pour pouvoir y rallumer. Alors on est entre la science et la science-fiction, c'est un domaine qui pourrait nous mener, disons, très loin. Mais en fait, vous posez un problème qui est très fort, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup de vieillir, à quelles conditions, quoi. Vous savez qu'il y a une association pour mener, disons, dans la dignité, qui pose ces problèmes-là, en disant que la vie n'a de sens que quelque part dans une dignité, c'est-à-dire toute vie n'est pas digne en tant que telle. Certains pensent ça, et cette association pense qu'une vie est digne d'être vécue à un certain nombre de conditions. Et un certain nombre de conditions à déterminer par la personne qui est la plus concernée, disons, pour les choses. C'est pour ça que je posais le problème de la transmission au bon moment, quoi. Parce qu'effectivement, quand il y a un délabrement, si vous voulez, donc physique et intellectuel, la transmission n'est même plus possible, quoi. Je veux parler un peu des sociétés un peu orientales, un peu comme en Afrique ou en général là, où il y a cette tradition peut-être d'écouter plus les vieillards, mais on sent aussi que les nouvelles générations souffrent un peu de ce côté très traditionnel, peut-être au niveau de la religion aussi, et que ça fait un peu une limite parce qu'ils sont toujours obligés peut-être d'écouter ce truc sacré qu'ils n'arrivent pas à changer facilement, à ne pas s'écouter eux-mêmes. Et je pense politiquement aussi, ce qui explique un peu cette sorte de dictature qui explique pourquoi ils restent, parce que peut-être ils ont aussi plus d'expérience et plus des choses à transmettre. Et ce qui explique un peu ce qui se passe peut-être en Égypte ou dans le monde arabe maintenant avec le printemps, que la nouvelle génération peut-être veut faire un peu une révolution par rapport à ça. Je parle peut-être de mon côté parce que je viens de Damas, donc j'ai vécu ce côté quand j'écoute maintenant avec le vieillard, comment écouter un vieillard, ça me touche parce que c'est un peu une question très problématique aussi. Comment écouter un vieillard mais rester aussi fidèle à nos principes et à ce qu'on pense. Et c'est le problème de la religion, je pense que l'Europe a vécu aussi. Ils ont peut-être un certain temps, ils étaient obligés de se couper de leurs racines religieuses peut-être, ou faire un peu d'éloignement de ça. Donc le côté sacré dans le vieillard, ça fait peur. Merci pour votre témoignage. Je crois que vous témoignez bien aussi des limites des sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que la transmission intergénérationnelle a beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, Auguste Comte, par exemple, le philosophe du XIXe siècle, il disait que l'humanité, finalement, l'intergénération, c'est la génération précédente qui monte sur mes épaules. Moi, à ce moment-là, disons, je vois plus loin. Puis on monte sur ses épaules, etc. Et c'est comme ça, petit à petit, que l'humanité, disons, quelque part, se construit. Donc, l'avantage de la tradition, c'est qu'elle transmet, elle donne des repères, elle donne des racines, et quelque part, elle transmet des savoirs et des savoir-faire qui ont été expérimentés, qui apparaissaient donc comme établis. Donc, la limite, vous l'avez fort bien dit, c'est qu'elle est pesante. C'est qu'elle étouffe. C'est qu'elle tient finalement un peu sous une chape.
sous une chape dont il est difficile, quelque part, disons, de s'évader. Vous prenez l'exemple, disons, de la religion, et vous dites que nous l'avons vécu. Nous, on a coupé en France la tête au roi. Et éminemment, disons, symbolique, parce que le roi représentait précisément la tradition par excellence, la lignée hiérarchique, le roi était de droit divin. Donc, je veux dire, on était vraiment dans un système d'autorité, quelque part, disons, descendante, qui légitimait, quelque part, la transmission, donc, et la tradition. Et à un moment donné, bon, on fait des révolutions, je vais parler de la révolution arabe, c'est-à-dire, du passé, faisons table rase, c'est cette phrase de l'international, hein, bon, donc, qui, à un moment donné, dit, mais, il faut rompre. Donc, il y a deux attitudes. Il y a le courant, si vous voulez, qu'on appelle le courant traditionnaliste ou conservateur, qui va trouver dans la tradition et la transmission une valeur fondamentale intergénérationnelle qui s'appuie sur la sûreté d'un certain nombre de repères qui sont donnés. Et puis vous avez tous les gens, alors certains les ont appelés progressistes, les autres les ont appelés socialistes ou communistes, etc., dans l'histoire des idées, qui ont essayé précisément d'être en rupture avec la société et d'inventer des modèles nouveaux de se comporter, de penser, disons, et d'être. Et là, qui était plutôt dans la rupture que dans la continuité. La tradition et la transmission plaident pour la continuité. Les révolutions plaident quelque part, disons, pour les ruptures. Chaque courant a son intérêt et aussi ses limites. C'est un peu qu'on est en train d'explorer ce soir. Sur la phytothérapie, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un travail colossal qui est fait partout dans le monde pour conserver au maximum toutes les recettes, etc., et toutes les formules possibles. Je pense qu'il y a quand même un travail assez important qui est fait, puisqu'on se rend compte aussi des limites de la médecine occidentale en particulier, et des ravages aussi qu'elle peut faire d'ailleurs. Mais alors du coup ça pose la question aussi de l'efficience de l'information. Qu'est-ce qui fait qu'on retient une information et pas l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'elle est culturelle ou pratique? Concernant les sciences, on va dire de la pharmacie par exemple, il me semble que c'est une sorte d'efficacité reconnue, maintes fois répétée, et que l'on ne peut connaître donc que dans la mesure où elle nous a été transmise. Donc là, la transmission prend tout son sens, et elle entre justement d'ailleurs quelque part dans le concept de progrès. Je dirais, si ce n'est de la survie de l'espèce, du moins elle vient en renfort, elle vient quelque part renforcer, asseoir l'hégémonie de l'espèce humaine. Sur quoi est-ce qu'elle se base? C'est sur la connaissance. Voilà. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. En tout cas, voilà des savoirs anciens, le fait de soigner par les plantes, etc., qui sont peut-être aujourd'hui redécouverts. Et avec les moyens scientifiques actuels, bon, on s'aperçoit que quelque chose qui était d'expérience est maintenant scientifiquement bien prouvé. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps pour que scientifiquement on approuve des choses qui, par l'expérience, avaient été déjà validées. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit la dame, sur la volonté des nouvelles générations de se défaire de la tradition. Et j'ai l'impression qu'il y a deux phénomènes. De la part des jeunes qui ont peut-être peur d'être trop ancrés dans le passé et de ne pas avoir la liberté d'imaginer leur avenir. Et de l'autre côté, les vieillards qui seraient dépossédés de leur devoir de transmission par cette nouvelle société qui nous modèle avec d'autres valeurs. Des valeurs plus moins concrètes, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à des choses inutiles plutôt que de savoir l'histoire de France. On préférerait lire un magazine de people sans intérêt. Et j'ai l'impression que voilà, cette société nous modèle avec d'autres valeurs et que du coup les nouvelles générations se désintéressent de l'histoire et du coup de ces mémoires si importantes. Alors, ça serait intéressant de voir comment précisément l'oubli et la mémoire se travaillent et se confortent d'une certaine manière. Parce qu'on est notamment avec la publicité, dans je le disais tout à l'heure, vous l'avez toujours plus bas, etc. C'est tout nouveau, tout beau.
C'est-à-dire qu'on va valoriser finalement la nouveauté pour la nouveauté, même si elle n'apporte rien, ou même si c'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément meilleur. Mais du moment que c'est nouveau, vu à la télé, etc. Vous voyez? Donc, il y a ça. Et au même moment, on retrouve la valorisation des confitures de grand-mère. Hein. On reprend le mot Occitanie pour trouver quelque part, disons, des racines. Et ça devient même un argument publicitaire d'ailleurs. C'est que la tradition est récupérée par la publicité, alors que la publicité, elle agit surtout sur le nouveau. Alors c'est un peu comme si on disait, venez goûter les nouvelles confitures de notre grand-mère. C'est-à-dire, on arrive à cette espèce, disons, de paradoxe. Alors, il faudrait se demander pourquoi, et c'est intéressant d'entendre la parole des jeunes là-dessus, pourquoi précisément, donc, à la fois un jeune, c'est quelqu'un qui veut se débarrasser de la tradition, et en même temps est prêt, c'était dit aussi, disons, par d'autres personnes, à écouter lorsqu'on peut lui dire un certain nombre de choses dès lors qu'on trouve quelque part un point d'accroche. Et c'est vrai que peut-être, dans une société où on manque de repères, peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin quelque part, disons, de racines. Et que plus on est dans une société qui demande du nouveau, plus quelque part, on a besoin de l'ancien. C'est-à-dire, peut-être que ne s'opposent pas les deux dans la société, mais comme il faut penser avec les pensées complexes, puisque pour comprendre une société, il faut comprendre la dialectique qu'il y a entre, on pourrait dire, la furie du nouveau, si vous voulez, et le retour, ou le culte, ou le fait de cultiver l'ancien. Et comme si l'un était le contrepoint de l'autre. Plus il y a de mondialisation, plus on s'interroge sur le local. Plus il y a de la nouveauté, plus quelque part on dit, mais enfin, l'ancien, c'est pas si mal que ça. Et vous entendez tout le temps ça. Et je veux dire, dans la pensée commune, vous avez à la fin une valorisation de l'ancien et du nouveau. Pourquoi s'y retrouver là-dedans? Moi, je voulais dire par rapport à l'âge, enfin, le vieillard, etc., la transmission à un certain âge. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour la transmission. Moi, chaque chose que je fais, qui me paraît importante, je transmets. Parce que je me dis que la vie peut s'arrêter demain. Tout le monde est confronté à la mort. Et je veux transmettre le maximum de choses à mes enfants et à ceux que j'aime, tout le monde, qui veulent bien m'écouter, le plus rapidement possible. Voilà. Oui, il n'y a pas d'âge pour la transmission, effectivement, je crois que c'est une... Je veux dire, dès lors qu'on estime que transmettre, c'est ça qu'il faudrait voir, pourquoi c'est si important finalement de transmettre, et pourquoi c'est si important quelque part de transmettre à ses enfants, disons, comme vous dites, en quoi la transmission est-elle, disons, une valeur? Effectivement, il n'y a pas d'âge, disons, pour ça. Simplement, ce que nous disait la métaphore, c'est que l'intérêt précisément, en fait, tout au moins dans la métaphore, du vieillard, si vous voulez, sur le moins vieux, on va dire, hein, par rapport au plus jeune, comme on pourrait dire ça, c'est qu'il a accumulé encore plus d'expérience parce qu'il a vécu plus longtemps. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un bonus quelque part donné à l'âge. Parce que c'est vrai que, surtout dans des vies suffisamment longues, on aurait eu plusieurs expériences, par exemple, surtout dans notre société, où on change facilement de femme, de compagnon, de métier, ou de lieu géographique. La mobilité, on est dans une société liquide, dit même un philosophe. C'est-à-dire tout est absolument fluide. Il y a une fluidification, si vous voulez, dans des relations humaines, etc. On est dans le changement perpétuel et ça donne un petit peu, quelque part, disons, du tournis, comme on peut dire. Et bien, ce qui fait qu'on est amené à vivre une multiplicité d'expériences. Et plus on vit longtemps, plus cette multiplicité s'accroît. Les appartenances multiples, un sociologue comme Bernard Lahaye parle de l'homme pluriel. Nous sommes un homme pluriel. Parce que nous appartenons à des tas de réseaux, à des choses, pas seulement disons, sur Internet, sur Facebook ou Twitter, etc. Mais bon, on peut appartenir à un club, par exemple, les zones de marche. À côté de ça, bon, on peut faire du bridge, ou on peut... Entre la diversité, disons, des loisirs, l'activité professionnelle, disons, de la vie familiale, ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle les différents plans de vie. Actuellement, nous avons des tas de plans de vie. C'est-à-dire que nous avons des tas de groupes d'appartenance, de petits groupes avec lesquels nous avons des activités un petit peu différentes. Et du coup, notre personnalité, elle est multiple, pour ne pas dire quelque part éclatée, parce qu'à partir du moment où on est un homme pluriel, quelle est notre unité? Comment nous construisons une unité à travers la multiplicité de ces réseaux d'appartenance. Donc, si nous sommes un homme pluriel, plus nous vivons longtemps, plus nous avons l'occasion d'expérimenter des choses qui sont différentes. D'avoir vécu, par exemple, dans sa vie avec plusieurs personnes. Et
C'est évident, quand on est jeune, bon, oui, ça arrive aussi, on n'a pas vécu quand on est jeune, 10 ans avec quelqu'un, il faudra attendre encore un certain temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, est-ce que l'âge, précisément, par rapport à l'expérience, c'est une plus-value, c'est un plus ou pas? Voilà. Oui? Je pensais que le vieillard, c'était le vécu qu'il a à transmettre. Bien sûr, les jeunes, ils n'ont pas à transmettre, ils ont à écouter, et puis ils feront leur vécu eux-mêmes, qu'ils transmettront ensuite à leurs enfants, ça se répercute, tout ça. En fait, je pense que c'est le vécu le plus important. Et c'est l'expérience, et c'est le vieillard qui a vécu. Voilà. Donc vous plaideriez un petit peu donc la thèse que l'âge donne quelque part besoin de l'expérience. Et que les jeunes, ils auraient tout intérêt à écouter l'expérience qui a été acquise par l'âge et par les autres. Oui. Alors un vieillard qui meurt, donc c'est une bibliothèque qui brûle. Alors au vu, enfin plutôt à l'écoute de ce que je peux entendre des jeunes qui sont intervenus, je dirais qu'il y a des bibliothèques qui n'ont pas brûlé pour rien. Parce que quand j'entends la capacité de réflexion, c'est qu'avant, il y a eu du savoir de transmis. Et je pense que la transmission est en effet importante pour tous. Moi, je viens à mon premier café philo avec ma fille. Voilà. Donc, je lui transmets. Je lui transmets une première expérience. Je la partage avec elle. Je pense que il y a peut-être besoin aussi de ces bibliothèques qui brûlent. Est-ce qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle? Est-ce que ce n'est pas aussi une bibliothèque qui va se reconstruire? C'est souvent lors des... je pense que lors de décès, on voit des éloges funèbres qui sont mémorables, parfois, pour certaines familles. Et il y a en effet une transmission à ce moment-là, parce que la mort, elle fait peur, et on se dit que ça va être son tour, et on veut en effet après faire partager aux autres. Donc, est-ce que cette bibliothèque, elle n'est pas en train de renaître, hein, et ce vieillard qui meurt, est-ce que c'est pas inéluctable? Et voilà, c'est le cycle de la vie, et c'est peut-être nécessaire. De toute façon, la mort fait partie quelque part de la vie. Et comme la mort permet d'accumuler de l'expérience, le problème est de savoir si on peut la transmettre. On a dit, est-ce que l'expérience se transmet? C'est un sujet qu'on n'a pas encore discuté. On a dit aussi que ça doit se transmettre, quelque part, qu'il y a un devoir, quelque part, disons, de mémoire. Moi, je voulais juste ajouter que c'est vrai que plus on est âgé, plus on a des expériences que l'on partage avec ses enfants, qui le suivent ou ne suivent pas, bien sûr. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, mes enfants m'apprennent beaucoup de choses, et tous les jours. Pas que sur les nouvelles technologies, mais sur les échanges qu'ils ont, sur même leur façon de parler. Ça me permet de comprendre aussi quand d'autres gens parlent, parce que, entre autres. Et puis les partages sur les lectures qu'ils peuvent faire aussi au niveau éducatif, collège, lycée, etc. Les films, enfin tous les partages que eux ont de leur côté et qui nous transmettent. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un partage dans la famille. Il y a des bibliothèques qui se co-construisent. Si on continue la métaphore, effectivement. On posait bien le problème de savoir qu'est-ce que les jeunes peuvent peut-être, et doivent, quelque part, peut-être, poser la question en tout cas, transmettre aux plus âgés et quitte aux vieux. Et quel sens ça peut avoir pour quelqu'un précisément d'écouter ce que dit un jeune? Que ça fonctionne, disons, ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça peut fonctionner quelque part dans les deux sens. Oui. Tu parlais en fait, Michel, tout à l'heure de retour à la gastronomie, médias, etc. Je trouve ça assez étonnant en ce moment. On a vraiment des grands chefs en fait, cuisiniers qui sont extrêmement mis au rang de stars en fait, à la télévision. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est qu'il y a des doubles transmissions, plusieurs formes de transmission en fait, de savoir, parce qu'au vu de leur génération, ce sont des messieurs qui ont appris en fait, une forme de cuisine à l'ancienne, hein, on voit bien, ce sont des grands chefs. Donc ils transmettent, et dans leur transmission, on voit bien qu'il y a toutes les nouvelles technologies qui sont là. Donc il y a vraiment des copartages extrêmement intéressants.
Et par contre, on est sur une forme très traditionnelle, parce que la posture de ces chefs, alors je pense qu'ils en surjouent, mais en même temps c'est dans leur forme de métier, et quand vous parliez justement, madame, de ces transmissions de savoir, ils sont sur des postures, et donc avec des fortes, des valeurs extrêmement d'exigence, de rigueur, une forme même d'autorité. On a l'impression de retrouver le maître et l'élève d'avant 68. C'est bon, je trouve ça assez étonnant qu'on revient sur des formes de modélisation à l'ancienne, mais en même temps avec une forte valeur ajoutée sur l'avenir. C'est extrêmement étonnant. Pour une fois, on n'est pas sur l'un au-dessus de l'autre, on est sur les deux. Voilà, c'est assez étonnant. Puis nous, on a eu comme un grand chef ici à Béziers, alors on peut le nommer sur le savoir. Mais j'ai assez étonnant qu'en fait, on sait très bien que dans les médias, on sait très bien toutes les études de marché qu'ils font avant, etc. Et tout, hein, ce sont des grosses entreprises, comment ils réfléchissent à ça. Et je trouve que c'est assez étonnant le succès. Alors, puis même de la gastronomie, de la transmission. Souvenez-vous, dans les années 70, l'aile ou la cuisse de Zidi, on pensait que tous on mangerait avec un micro-ondes et plus grand-chose. Et sur le goût, je trouve qu'en France, alors, je ne sais pas si c'est vraiment tout en Europe, tout ce qui a été fait dans les missions à l'école, au collège, sur la transmission du goût, je pense que ça a été plus que positif. Je pense qu'il y a eu quelque chose là. Il n'y a peut-être malheureusement pas sur d'autres valeurs françaises de pratique, comme tu disais, mais je trouve que sur la cuisine et le goût, c'est assez étonnant de voir ce qui se passe en ce moment dans nos médias. En tout cas, l'exemple que tu donnes est très, très intéressant, parce qu'on avait parlé du savoir, par exemple, faire disons, du paysan, on avait parlé aussi disons, des artisans. Tu prends l'exemple de la gastronomie, et qui est extrêmement intéressant, parce que c'est effectivement disons, le savoir pratique, où ont été engrammés, j'ai un collègue qui disait engrammés, c'est-à-dire incorporés progressivement par expérience, par tâtonnement, et en utilisant dans un certain nombre de cas de la technologie, tu le disais aussi, donc là il y a un mélange disons, de l'ancien et du nouveau. Mais dans des structures, rien n'est plus hiérarchique qu'une cuisine. Quand on va dans un restaurant, il ne faut pas confondre le cuisinier, le chef cuisinier, celui qui sert, etc., etc. Et puis dans les grands restaurants, il y en a des hiérarchies. Mais bon, on est dans le lieu qui est hiérarchique, mais où peut se faire aussi, disons, où peut se faire la France. Alors, le problème de la gastronomie française, pour le coup, il est quand même intéressant parce que il y a un aspect quand même culturel qui intervient. La gastronomie, c'est un truc français, quoi. Bon, je veux dire, on est en plein. Précisément, là, on joue à fond sur la tradition. Et il y a une plus-value ajoutée aussi au niveau disons, économique. Puisque je me souviens, quand mon fils est allé faire un stage, disons, au Japon, et il était, à un moment donné, chez un chef d'entreprise qui envoyait sa fille pour faire des études de pâtisserie à Paris, pour qu'elle puisse faire de la pâtisserie à son mari lorsqu'elle serait mariée, qui portait l'association des hommes de l'entreprise. Bon, c'est une anecdote. Pour vous montrer à quel point la gastronomie française, c'est quelque chose qui peut compter quelque part, disons, dans le monde. Et là, on est dans une tradition. Il y a chez nous des traditions, disons, de la bonne cuisine, qui se transmet, disons, progressivement. Donc, et là, on n'hésite pas une seconde pour réfléchir, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut maintenir ce savoir-faire? On le maintient, on y tient beaucoup, on le développe. Et on le fait payer aussi certains chers, très cher à un certain niveau. Donc voilà un exemple de savoir-faire qui se développe aussi en s'appuyant sur les traditions, qui n'hésite pas à emprunter. Ici, là, bon, c'est l'azote maintenant, bon, il y a des trucs chimiques derrière, bon, c'est assez marrant. Quand on mange, il y a des buées qui sortent par le nez, parce que vous avez fait cette expérience. Non, je parle de Narbonne, je suis de Narbonne. Je fais cette expérience-là dans un... Alors, la gastronomie, on est vraiment dans la tradition, mais dans une tradition qui ne refuse pas pour autant la modernité. Une autre question, je pense que l'expérience, quand même, elle s'adapte à toute époque, elle s'adapte aux conditions du développement d'une société, de connaissances culturelles d'une société. Donc, elle n'est pas innée, elle se construit par la nécessité de l'endroit, que ce soit dans les contrées rurales, où effectivement on faisait avec la nécessité, c'est-à-dire par exemple, si on va dans le musée d'art et tradition populaire, on se rend compte qu'ils utilisaient les arbres et les matériaux de la région, les fruits de la région, etc. Tout se construisait par rapport
à la distance qu'ils pouvaient parcourir et ce qu'ils pouvaient utiliser dans leur région, quoi, dans leur localement. Donc c'est très relatif ça, c'est pas l'expérience, elle est due aussi à la nécessité, et à la profusion ou pas, ou à la restriction, ou aux économies ils étaient obligés de faire, tout ça. Donc elle est relative l'expérience. Elle est utile à un moment, mais elle est peut-être plus utile à un autre moment. Et d'autre part, moi je me posais la question, parce que bon, il y a des expériences agréables, il y a des expériences intéressantes, il y a des expériences quand même qui ne sont pas très... certaines comme la tradition sociale vis-à-vis des femmes, par exemple, ou la hiérarchie de l'ancien qui faisait autorité sur toutes les générations futures, c'était pas très intéressant non plus. Bon, mais moi je pense à des trucs plus collectifs et plus graves, du genre les archives, par exemple. Bon, les archives, c'était censé concentrer, enfin inscrire toute l'expérience de vie d'une société, d'une vie, d'une guerre, etc. Et donc les archives, bon ben normalement, si on était intelligent, on s'en servirait pour l'expérience, enfin de cette expérience des archives, de la lecture des archives et tout ça, on se servirait pour évoluer. Et moi je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appliquer nous-mêmes la théorie d'évolution de Darwin, par exemple, qu'il applique aux évolutions animales, etc. Mais pourquoi nous, on reste toujours au même degré d'intelligence ou de bêtise par rapport, par exemple, à la guerre, par rapport à la situation de la femme, par rapport à des choses comme ça qui sont essentielles, parce qu'autrement, une société elle a beau évoluer, comme par exemple dans les années 1900, elle avait atteint un degré d'évolution, de culture, d'essence, etc. Puis de coup, paf, la guerre de 14-18 qui détruit tout, des millions de morts. Tout ça pourquoi l'expérience n'a pas servi? Pourquoi les archives n'ont pas servi? Et après, rebelote des années après. Je veux dire, on peut accumuler de l'expérience et de la connaissance, et puis le perdre, sans que ce soit forcément un vieillard qui meurt, mais le perdre parce qu'on est bête, quoi. Et qu'on ne sait pas utiliser l'expérience et la culture et la connaissance des générations précédentes ou des siècles précédents ou des milliers de siècles précédents. Donc on perd soi-même, enfin nous-mêmes on perd les choses parce qu'on s'en fiche, on s'en détache et on est poussé, comme d'autres disaient, des jeunes disaient, par le consumérisme. Bon ben on est poussé à toujours du neuf, à toujours croire que ce qui va être neuf va être mieux, mais en fait c'est comment dire, c'est la société commerciale qui veut ça, quoi. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est nouveau que c'est mieux. Et on se pose, enfin moi je pense quand même que philosophiquement on devrait se poser la question pourquoi on ne tire pas, comment dire, des leçons du passé dans son expérience positive, quoi. C'est-à-dire on recommence toujours, quoi. On recommence toujours alors qu'on a des milliers et des milliers d'archives qui pourraient nous permettre d'évoluer d'une manière pacifique, par exemple, ou plus moderne dans le sens de l'évolution, quoi. Et ça, moi, je ne comprends pas. On a tous les moyens, mais on ne les prend pas, quoi. Oui. Alors, on n'a pas défini le mot expérience, ça serait intéressant. Alors, moi, je définirais peut-être l'expérience comme la capacité de s'adapter à la situation dans laquelle on vit et d'en retirer quelque part, donc, par sa réflexion et sa mémoire, une certaine réflexivité, quoi. C'est ça pour moi ils ont l'expérience. Alors, plus ou moins d'ailleurs conscientisé, parce que c'est pas forcément parce qu'on arrive à ça, à mettre en mots, etc., etc. Et puis il y a des expériences purement émotives, par exemple, sensorielles ou sensibles, des expériences sensibles qui n'ont peut-être pas besoin de prendre les détours des mots pour pouvoir se formaliser, voire disons se théoriser. Il suffit simplement de l'avoir vécu pour que ça fasse date, on va dire les choses comme ça. Donc il faudrait aussi peut-être distinguer l'expérience individuelle et l'expérience collective. Et alors vous, votre étonnement, il est quand même intéressant, parce qu'il dit, mais comment se fait-il que soi-même, ou bien une société, ou une époque, ne tienne pas compte quand même des expériences passées? Comment se fait-il, quand on a connu la guerre de 1870, on refasse à la guerre de 14, quand on a reçu la guerre de 14, qu'on refasse à la guerre de 45, etc. etc. Comment se fait-il, vous appelez une leçon, qu'on ne tire pas à un moment donné leçon de l'expérience individuelle et collective que nous avons vécue? Alors là, vous qualifiez ça un petit peu de bêtise. En tout cas, ça montre quand même les limites
Il y a une limite. Il ne suffit pas simplement d'avoir vécu une chose pour que ça fasse trace et ça modifie quelque part le... C'est peut-être ça les limites, disons, de l'expérience. C'est-à-dire qu'avoir de l'expérience, c'est éviter d'un côté de faire un certain nombre de bêtises, on peut le dire le mot, mais d'un autre côté, peut-être que l'expérience, disons, ne suffit pas, il ne suffira quelque part, disons, jamais, parce qu'on est toujours confronté à des situations, disons, nouvelles. Après 14, on disait plus jamais ça, et 20 ans après, on recommençait, quoi. Hein. Donc, ça montre que dans ce caractère répétitif, qui fait que malgré l'expérience acquise, on recommence les errements, disons, les erreurs, ça, effectivement, c'est un sujet, disons, de réflexion et de perplexité, disons, profonde. Au fond, à quoi ça sert l'expérience, à quoi ça sert de la transmettre, si quelque part, elle ne donne pas plus de prise, disons, sur le réel. On pourrait se poser à la limite sur cette question-là. Peut-être quelque part pour ça que beaucoup de jeunes disent « l'expérience d'adulte, j'en ai rien à faire, parce que pour moi j'ai envie de mener ma vie comme je l'entends, et pas comme on veut que je l'amène, ou pas parce qu'on veut que je devienne ce que mes parents veulent que je sois. » Voilà, un raisonnement, donc... voilà. Peut-être une ou deux, je regarde l'heure, oui. Peut-être encore une ou deux interventions. Ah non, non, c'est là, c'est là. Bon, mais, écoutez, oui. Dernière intervention. Je vais très vite parce que c'est marginal. Je me dis qu'il y a certaines choses qui ne gagneraient pas à être transmises. Est-ce qu'on aurait envie de connaître les mémoires de M. Hitler? Je ne crois pas du tout. Je pense aussi que les archives peuvent être mal exploitées. Et alors pour ça, j'avais l'exemple du numéro de sécurité sociale qui est apparu à un moment donné, bon, on en a toujours, mais en fait, il a servi à pouvoir ficher les gens, et donc à pouvoir ficher les juifs. Donc, c'est pas parce que c'est ancien que c'est toujours bon. Je crois que, bon, une phrase peut-être, disons, deux mots, disons, de conclusion. En tout cas, je disais au départ que la métaphore fait penser. L'expérience montre qu'effectivement, à partir d'une phrase, d'une citation comme ça, de type métaphorique et affirmative, parce qu'il y a l'aspect provocateur, si vous voulez, de l'aphorisme, effectivement, moi, personnellement, il me semble donc qu'on a essayé en tout cas de penser, disons, à partir de cette métaphore. Et mais ça c'est ma perception, ce que la discussion a montré, c'est finalement à la fois l'intérêt et les limites, quelque part, disons, de cette phrase. C'est-à-dire que tous les débats autour de l'intérêt de la tradition de la transmission et de sa relativisation par rapport précisément donc, à l'intérêt de la rupture, ou à l'intérêt de la nouveauté, ou à l'intérêt de l'autonomie, par rapport à une autorité, disons, descendante, on voit que là, il y a peut-être une perplexité à entretenir entre ces deux façons d'interpréter la tradition de la transmission. Soit comme quelque chose qui donne des repères, qui sécurise et qui permettent quelque part d'orienter sa vie, soit au contraire, individuelle et collective, soit au contraire quelque chose, disons, qui nous empêche quelque part de déployer individuellement et collectivement nos ailes. Et peut-être qu'on est à ce moment-là, comme la tradition de toute façon vacille, parce que le changement actuellement est permanent dans notre société, ça nous amène à reconsidérer à la fois l'intérêt de la tradition et puis peut-être